Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui nous sommes le mercredi 9 février 2022. Je continue ma lecture du livre écrit par Will Durant, euh, Vie et doctrine des philosophes, dans la partie qu'il consacre à Emmanuel Kant et à l'idéalisme allemand. Donc je suis arrivé au chapitre 4 sur la critique de la raison pratique. On a vu dans la vidéo précédente, c'est lié à la généalogie de la morale. Voilà, c'est un petit peu le thème. Et je lis donc, je découvre en même temps le texte de Will Durant et j'en profite pour essayer d'expliquer la théorie que je défends sur la mécanique universelle, selon laquelle l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection. Et j'essaie de démontrer le plus rationnellement possible pourquoi l'humanité ne peut pas ne pas aller vers cette ultime perfection. Et cette ultime perfection, c'est la réunion de l'ensemble humain, l'unité humaine, la paix universelle, la réalisation parfaite de l'organisation sociale, technique de l'humanité. Voilà. Et donc l'accession à l'amour absolu, c'est-à-dire l'extase, la béatitude, le nirvana, l'état de contemplation totale, donc un amour absolu envers tout, envers la création. Et alors évidemment, c'est un temps qui est à l'horizon, mais à l'horizon lointain. Voilà, et ça se compte, cette finalité, c'est sans doute encore pour quelques siècles. Mais nous pouvons comprendre cette évolution et nous pouvons comprendre que nous allons forcément vers cet état-là en partant du fait que nous étions des primates naturels, nous vivions comme nos cousins primates naturels, comme nos cousins singes, de la même manière qu'eux. Donc nous avons quitté le royaume de la nature et progressivement nous avons acquis la culture, nous avons transformé ce qui était instinctif, y compris la morale. C'est ce que j'essaie d'expliquer dans la vidéo précédente, que la morale dont parle Kant, l'impératif moral, était déjà présent dans le monde naturel, chez nos cousins singes. Il y a déjà une morale, il y a déjà l'embryon de la morale telle que nous l'avons compris, développé et transformé jusqu'à devenir des lois laïques. Et ce que nous appelons maintenant l'ensemble du droit, des lois qui nous empêchent progressivement de mieux en mieux à abuser de nos congénères, à nous comporter comme pensait Kant, comme si de faire comme si notre façon de nous conduire était un impératif qui pouvait s'adapter à chaque être humain. Voilà. Et donc, cette morale était déjà présente dans le monde animal. C'est ce que j'essaie de démontrer dans la vidéo précédente. Bon, je suis un peu
fatigué neuronalement parlant. C'est un petit peu difficile, je manque d'oxygène. C'est pas grave, on continue. Donc je reprends ma lecture. Nous savons, sans avoir besoin de raisonner par un sentiment très réel et immédiat, que nous devons éviter une conduite qui rendrait la vie sociale impossible si tous l'adoptaient. Voilà, c'est ça. C'est que, par exemple, le narcissisme va dire, on le lit sur les réseaux sociaux, là, je l'ai lu il y a quelques jours. De toute manière, si c'est pas moi qui abuse, qui l'ai abusé, quelqu'un d'autre le ferait. Voilà, à partir de là, c'est impossible que ça soit une vérité morale, qu'on puisse prendre cette anti-morale pour de la morale. C'est le principe du narcissisme d'essayer de prendre son anti-morale, c'est une fausse morale qui lui permet en fait de justifier sa mauvaise conduite envers les autres, envers autrui. Si tout le monde pensait la même chose, ce monde serait impossible à vivre, évidemment. Si c'est pas moi qui abuse le plus faible, on a toujours quelqu'un de plus faible à abuser. Et le narcissique serait l'abusé de quelqu'un de plus fort que lui, etc. Donc ça ne peut pas tenir cette loi-là. La morale, c'est on ne doit pas faire ça. Si malencontreusement, parce que nos pulsions sont trop puissantes, nous abusons d'autrui parce que notre conscience a été éteinte par nos pulsions, par cette pulsion, par ce désir d'abuser autrui, c'est malencontreux, c'est dommage, c'est triste, mais ce n'est pas la conduite qu'on doit préconiser. Voilà, on peut comprendre, juger, dire à autrui que ce n'est pas la bonne façon de se comporter. Et donc comprendre en fait que ça dépend aussi de nos pulsions, du fait que l'humanité n'a pas encore atteint sa perfection, son ultime perfection. Mais on ne peut pas en faire une loi universelle. Ai-je le désir de manquer à un engagement par un mensonge ? Mais, tout en ayant la volonté de mentir, je ne puis avoir celle de voir le mensonge érigé en loi universelle. C'est tout à fait ça. Alors là, c'est vraiment, ça permet de comprendre la pensée de Kant et la beauté de cette pensée-là. Car avec une loi pareille, aucun engagement ne serait possible. Et en remerciant d'ailleurs Will Durant qui le simplifie, qui le vulgarise. C'est heureusement qu'il y a tous ces grands professeurs de philosophie qui mettent à la portée des ignorants comme moi, des philosophes, la pensée aussi complexe et aussi puissante que celle d'Emmanuel Kant. De là en moi le sentiment que je ne dois pas mentir, même si c'est dans mon intérêt. La prudence est hypothétique. Sa devise, c'est qu'il faut être honnête quand l'honnêteté est la meilleure politique. Mais la loi morale dans nos cœurs est absolue et sans condition. Voilà. Et c'est là où, ce matin, j'ai écrit sur Twitter une petite phrase en hommage à l'émission de France Culture, Les chemins de la philosophie, qui est consacrée depuis quelques jours à Platon, la République. Et donc, je rends hommage à Platon, à Socrate, à ces philosophes qui mettent à l'horizon
le comportement qu'on doit avoir, que le politique doit avoir, la, 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 la morale qu'il doit avoir, elle est à l'horizon. C'est très difficile pour l'homme, effectivement, de s'y conformer. Et c'est pour ça que le sophiste Thrasymach dit non, c'est la bonne, la bonne façon de se comporter, c'est d'utiliser sa force, c'est la loi du plus fort en fait, c'est comme ça. Alors effectivement, ça marche comme ça. La vie, elle est sous cette puissance du sophisme. Mais si on peut le constater, on peut le voir, on peut voir que c'est comme ça. Mais en fait, ce qu'on doit mettre à l'horizon de l'humanité, c'est l'idéal, c'est la conduite idéale. Et c'est ce que doit faire le politique. En fait, le politique, même si ses pulsions le conduisent et l'organisation sociale le conduit à abuser du plus faible, à dominer, à s'imposer par la force, par la violence, par la cruauté, par la perversion, etc., sur les autres compétiteurs, même s'il doit être tordu, etc., avoir toutes ces qualités qui sont encore en cours dans le monde actuel, qu'il doit penser, une fois qu'il a vaincu, en fait, ce qu'il doit viser, c'est le comportement idéal. C'est la justice, le bien, le meilleur comportement possible. Voilà. Une action est bonne non parce qu'elle produit de bons résultats, ni parce qu'elle est sage, mais parce qu'elle est faite par obéissance à ce sentiment interne du devoir, à cette loi morale qui ne procède point de notre expérience personnelle, mais qui commande impérieusement et a priori toute notre conduite passée, présente et future. Et effectivement, cet impératif, il est inscrit déjà en nous. C'est quelque chose qu'on a à l'intérieur de nous et qui existe dans la nature. C'est pour ça que je fais décliner notre morale d'une sorte de morale naturelle qui fait que le crocodile dominant, qui pourrait tuer le prétendant ou un plus faible que lui d'un coup de mâchoire, ne le fait pas, est arrêté par ça. Il y a quelque chose en lui qui l'oblige à arrêter. Alors, même si c'est un instinct, admettons que notre morale décline de cet instinct-là, que c'était un instinct d'économie d'énergie, quoi qu'il arrive, que ça soit un instinct, l'organisation du vivant, le fait que l'organisation du vivant soit organisée comme ceci, démontre qu'à l'origine, il y a quelque chose, que le principe créateur, à l'origine de la création, veut le bien de la création. Et donc, qu'il y a du divin. Que ce divin porte en lui l'essence de ce qui est notre morale, l'essence de cette morale qui était instinctive, l'essence du bien qui gère le monde animal, qui gère la nature, qui gère l'univers, l'organisation de l'univers, etc., qui maintient cet univers dans une sorte d'harmonie, finalement, plutôt que de chaos, de violence, etc. Donc, le fait qu'il y ait cette organisation démontre que le principe à l'origine de cet univers a un fondement comme cela. Et qu'au bout de cette chaîne, ça puisse se transformer en amour, qu'apparaisse dans l'univers l'amour absolu, l'amour du sage, l'amour total, comme l'homme peut le connaître quand il atteint le dernier degré de la sagesse, le dernier degré de l'amour, l'extase.
il aime tout d'une puissance, et c'est plus qu'une somme d'amour, cet individu, et ben ça démontre qu'à l'origine de l'univers, il y avait déjà potentiellement toute cette valeur grandiose, sublime, etc. Et c'est pour ça que ça paraît tout à fait beaucoup plus logique de penser comme le pensent les religions monothéistes, par exemple, qu'à l'origine, Dieu est une somme d'amour absolu. Dieu est de l'amour absolu. Et que finalement, on va vers cet amour absolu quand le, le monothéisme, par exemple, dit à la fin des temps, ce sera le royaume de Dieu qui s'imposera sur terre, entendu comme le royaume de l'amour absolu qui s'imposera sur terre. Voilà. Et on retrouve la même chose du côté asiatique avec le côté circulaire qui va vers la perfection. Ça se dégrade, etc. Même dans cette vision-là, il y a l'idée d'atteindre le degré de perfection, le degré de nirvana, le degré de sublimité absolue. La seule chose incontestablement bonne en ce monde, c'est la bonne volonté. La volonté d'obéir à la loi morale sans tenir compte des avantages ou des pertes personnelles. Peu importe votre bonheur, faites votre devoir. La morale n'est pas, à vrai dire, la doctrine qui nous apprend à trouver le bonheur, mais plutôt celle qui nous apprend à nous en rendre dignes. Oh, c'est formidable. Cherchons le bonheur pour les autres, mais pour nous-mêmes, cherchons la perfection, que cela doive nous apporter bonheur ou souffrance. Voilà le terme de perfection qui apparaît. Là, je suis content parce que ça a été compliqué de démontrer qu'en fait, nous allons vers cette perfection. Parce qu'il y a quelque chose de trop pur, de cette pureté, elle fait peur, elle est inhumaine d'une certaine manière. Et on ne peut pas la préconiser dans le monde tel qu'il est. Bon, d'abord, on s'y ennuierait. C'est pour nous qui sommes des hommes constructeurs, nous qui avons besoin de continuer à construire l'humanité. Pardon. Nous ne pouvons pas trouver cet idéal positif. Ça ressemble à une sorte de dictature, une sorte de où l'homme il est complètement son cerveau il est complètement anesthésié, il n'y a plus rien, il n'y a plus de vie quoi. C'est quelque chose de morbide pour nous. Mais on ne comprend pas comment l'humanité dans des siècles, voilà, imaginons que il faille encore 5, 6, 10 siècles pour atteindre cet état-là, on ne comprend pas comment doucement, on n'arrive pas à imaginer comment doucement l'esprit humain va s'adapter progressivement à cet état de perfection pour arriver à être tout à fait en osmose avec l'esprit humain, sera en parfaite osmose avec cet état de perfection réalisé. Donc, c'est compliqué à comprendre. Et effectivement, on ne peut pas le souhaiter pour l'humanité, on ne peut pas le préconiser. C'est là l'intérêt d'arriver maintenant avec cette théorie que je défends sur la mécanique universelle, parce qu'elle est capable de pouvoir voir que le religieux avait tort, essentiellement le christianisme, on va dire, il avait tort de préconiser de devenir des saints maintenant, parce que c'est impossible. Le communisme avait tort de préconiser l'égalité absolue entre les hommes maintenant, tout de suite, parce que ce n'était pas possible. Il fallait qu'il y ait des différences, c'était trop en avance.
Le communisme, l'idée d'égalité absolue, par exemple, elle viendra, mais c'est le futur. Ça attend le futur. C'est une idéologie future, comme l'idéologie, au contraire, d'extrême droite est une idéologie passée. C'est-à-dire qu'elle préconise de revenir au principe animal, au principe du dominant sur le dominé, le principe archaïque d'où nous venons. C'est là où il y a une grande différence entre ces deux dictatures, par exemple, possibles. La dictature d'extrême droite et la dictature d'extrême gauche. L'extrême gauche, c'est une vision, une grande partie des visions, de la vision, pas la dictature, évidemment, la dictature du prolétariat, c'est aussi stupide que la dictature du guerrier par le nazisme. La dictature voilà, c'est identique. Il n'y a pas de raison que le prolétaire impose sa dictature sur le patronat. Non, c'est un travail commun qui fait que l'humanité peut progresser, peut évoluer. Mais par contre, la vision de l'égalité, elle attend le futur de l'humanité. L'égalité sera un moment de l'humanité. Pour l'instant, nous n'en sommes pas encore capables. Notre cerveau a besoin de distinguer les choses, a besoin d'orgueil, de penser que je suis meilleur que l'autre, etc. Voilà, on a besoin de toutes ces hiérarchies pour pouvoir construire correctement cette humanité, et avec beaucoup d'énergie. Par contre, il faut que l'égalité soit un travail, que l'égalité progresse tout le temps dans l'humanité, peu à peu, pas brutalement, mais peu à peu. Et c'est pour ça que la période de recul que nous connaissons, avec le néolibéralisme, où l'égalité s'est détendue, les riches sont devenus de plus en plus riches, les pauvres certains pauvres de plus en plus pauvres, etc. Ça dépend dans quel endroit, évidemment. Il y a eu ça a amené, ça a développé certaines zones de l'humanité, et puis certaines, par exemple en Occident, ça a été l'inverse. Les lois, on a ravagé des lois sociales, des lois égalitaires sociales, parce qu'il fallait rééquilibrer le monde, mais c'est pas la globalité. Dans la globalité, l'égalité doit progresser. Globalement, sur l'ensemble humain, l'égalité doit toujours progresser. La liberté doit toujours progresser, etc. Mais pas la liberté aux dépens d'autrui. La liberté qui se fait dans le bien d'autrui. Voilà, etc. Donc, c'est ça qui fait que l'évolution, que l'humanité évolue. Quoi qu'il arrive, elle évolue globalement, même pendant cette période néolibérale, même si en Occident, le patronat a réussi à vendanger des lois sociales, à récupérer tout ce qu'il a donné pendant les 30 Glorieuses, et à ramener de l'inégalité au maximum, avec des symboles extrêmement forts, le VIP, le very important personnage. On n'aurait jamais pensé à des choses comme ça dans les années 70. On cherchait justement l'égalité, et là, d'un seul coup, le monde presque il met une troisième classe ou une quatrième classe dans les trains, alors qu'on tâchait d'aller vers quelque chose de beaucoup plus égalitaire. Alors, évidemment, et c'est pour ça que ça révolte ceux qui vivent en Occident cette période néolibérale. Et au moins quand ils sont du mauvais côté de la barrière, parce qu'ils voient que tout un tas de choses ont régressé, que le bonheur, il est que pour un petit nombre, et qu'en bas,
le peuple a été pillé, on a pillé ses acquis sociaux, on a pillé ses services publics, on a pillé, etc. Tout un tas de choses, on l'a laissé dans un état d'abandon, on a pillé le fait que de l'ascenseur social, etc. Bon, bref, c'est insupportable. Mais globalement, l'humanité va, parce que c'est l'humanité qui est importante dans l'histoire. C'est le chemin, c'est ça qui perdure. C'est même pas les groupes sociaux, parce qu'ils disparaissent, les groupes, les communautés, etc. Voilà, la communauté chrétienne n'existait pas il y a 2500 ans. Peut-être qu'elle n'existera pas dans 1000 ans et qu'elle sera fondue dans quelque chose de plus vaste, une spiritualité universelle qui englobera l'ensemble des spiritualités. Voilà, la France n'existait pas en l'an 200, 300 de notre ère. Elle s'est constituée, etc. Et peut-être que dans 100 ans, dans 200 ans, elle sera fondue elle gardera sa particularité d'une façon plutôt, comment on dit, douce, un petit peu comme, voilà, il y aura, ça sera touristique, voilà, une façon un peu touristique d'être. Il y aura la France, elle sera là, mais elle sera peut-être, elle sera peut-être englobée dans quelque chose de plus grand. L'Europe, et peut-être plus tard, quoi qu'il arrive, à terme, ça sera dans l'unité. Ça sera, le monde devra s'unifier. Parce que l'homme ne supportera pas qu'il y ait des antagonismes. Progressivement, on les écarte. Là, évidemment, si on regarde le monde qu'à notre échelle, notre petite échelle de vie, sur les 100 ans qu'on a à vivre, ou qu'on peut à peu près comprendre le monde, on peut dire, oui, effectivement, on peut dire que peut-être que la résistance, par exemple, qui se passe actuellement au fait de passer au niveau continental, de fonctionner au niveau continental avec l'Europe, par exemple, que ça soit l'Europe qui prenne le pouvoir sur les nations, il y a une résistance terrible là-dessus. Parce qu'il y a une crainte, il y a une peur, il y a une mauvaise façon de gérer la chose aussi par les puissants, par les politiques. Bref, il y a une convergence de faits qui fait que peut-être il y aura des reculs, peut-être que des peuples sortiront, des nations sortiront, mais dans l'avenir, dans 50, 100 ans, 200 ans, ce sera un passage obligé pour atteindre l'universel. Ou alors on atteindra l'universel, un fonctionnement universel sans passer par le continental. Mais la logique voudrait que du national, on passe au continental et du continental à l'universel. Voilà, ça serait un peu le chemin logique. Pour produire la perfection en vous-même et le bonheur chez les autres, agissez de manière à considérer l'humanité, soit en votre propre personne ou dans celle des autres, comme une fin et jamais comme un moyen. Voilà, c'est ce que disait Kant. Et là, c'est grandiose, parce que il y a une vraie vision universelle des choses. Et c'est là où ces esprits, c'est là où on rencontre le génie. Le génie, c'est celui dont l'esprit n'est pas borné par un temps bien défini.
il voit l'humanité dans tout son ensemble. Voilà, et ça on le retrouve déjà chez Platon, on le retrouve déjà chez Socrate, etc. Tous les grands philosophes ont cette vision comme ça universelle des choses. C'est important. Même ceux qui y résistent, comme Nietzsche, que révolte l'idée du judaïsme ou du christianisme qui veut adoucir progressivement l'humanité, qui veut faire passer les valeurs d'amour et puis les amener, que ce soit l'amour qui émerge au final. Pour Nietzsche, c'est insupportable. Il veut qu'on perde de l'énergie. Il peut pas projeter. Nietzsche ne peut pas projeter l'idée que que l'humanité va s'adapter progressivement au fait que l'amour devienne quelque chose de majeur sur les pulsions. Il ne peut pas imaginer que l'humanité soit finie à un certain moment, techniquement, qu'on n'ait plus besoin de compétition, de se bagarrer, de toutes ces pulsions qui sont de l'énergie, qui sont créatrices, en fait. Il ne peut pas l'imaginer. Il ne peut pas imaginer que le monde soit finalisé, qu'on n'ait plus besoin de travailler à la construction du monde, parce qu'à un certain moment, il sera fini, ce monde. Il sera fini de la meilleure façon possible, de la plus écologique façon possible, de la façon la plus humaine possible, etc. La plus respectueuse de l'environnement et des autres espèces, etc. possible. Donc on atteindra ce degré-là, mais il ne peut pas se projeter là-dessus. Donc lui, il est révolté, évidemment, c'est tout à fait normal, Nietzsche, du fait que si on va vers l'amour comme ça, dans un monde aussi cruel, ça sera insupportable, on sera dévoré par les autres, quoi, d'une certaine façon. Parce que c'est pas possible. C'est pour ça qu'on y va, mais globalement, doucement. Voilà, c'est pour ça qu'en ce moment, il y a encore des tensions, c'est encore l'antagonisme qui est au pouvoir. Il y a encore l'Europe qui veut en découdre avec l'Amérique qui veut en découdre avec les Russes, avec les Chinois, l'Europe avec les Russes avec les, etc. Voilà, on est encore sur cette cette énergie-là. C'est ça qui nous anime. C'est le fait, voilà, pourquoi l'Amérique et pourquoi elle a besoin à tout prix d'avoir un ennemi. Quand c'était le communisme, voilà, c'était son compétiteur, quoi. Il fallait qu'elle se batte contre ça pour trouver toute cette énergie. Et malheureusement, cette inconscience-là, c'est notre façon de construire l'humanité, mais c'est une façon inconsciente qui construit par destruction et reconstruction. Alors voilà, on a un ennemi total, ça peut être à un certain moment c'est le monde arabe ou l'islam, on va détruire et après il faudra reconstruire, il faut reconstruire. Et c'est ce mécanisme-là qui prédomine dans le monde inconscient. C'est pour ça que l'idéal, et quoi qu'il arrive, la pensée de la mécanique universelle, celle que je développe sur la mécanique universelle, ne peut pas ne pas advenir. L'humanité devra prendre cette philosophie que je développe, qui dit il faudra construire l'humanité en pleine conscience. On devra prendre conscience de notre chemin, de notre finalité. Si notre finalité c'est la perfection, eh bien, il faudra qu'on travaille globalement, tous ensemble, à cette finalité, qu'on oriente notre travail pour cette finalité. Et donc, on sortira de l'antagonisme, de la façon de construire par destruction, reconstruction, par tentative, erreur et reconstruction, etc. On ne sera plus dans ce système de destruction, reconstruction. Mais pour ça, il faut prendre conscience, il faut que la conscience de notre chemin émerge.
Alors, peut-être ça ne viendra pas de mon vivant, c'est très possible. Peut-être qu'il faudra encore des décennies pour que ça prenne corps dans l'esprit humain. Mais quoi qu'il arrive, l'humanité ne pourra pas ne pas passer par cette prise de conscience. Voilà ce que je voulais dire. Et donc je vais arrêter là pour cette vidéo. Merci de votre... Je finis juste la petite phrase. Donc, agissez de manière à considérer l'humanité, soit en votre propre personne ou dans celle des autres, comme une fin et jamais comme un moyen. Cela également, nous le sentons de suite, fait partie de l'impératif catégorique. Point final. À bientôt. Merci.